Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement qui sera cette fois-ci consacré à la pensée de Tocqueville, grand philosophe français du XIXe siècle, dont la réflexion philosophique sur le système démocratique lui a valu la postérité et dont l'aspect prophétique, rétrospectivement, ne cesse de se manifester jour après jour. Alexis de Tocqueville est un penseur que l'on a tendance à considérer comme libéral car il se soucierait davantage de la liberté individuelle que de l'égalité entre individus à proprement parler. En réalité, une telle considération est un peu schématique dans la mesure où Tocqueville ne s'oppose pas à l'égalité permise par la démocratie, en tout cas pas de façon systématique et a priori. Il démontre plutôt que cette égalité, tant vantée par le système démocratique, n'en est une que de manière superficielle et qu'elle en vient à se retourner contre les individus eux-mêmes de manière perverse et progressive. Pour démontrer ce point, et pour montrer toute la pertinence, la profondeur et l'actualité de la pensée de Tocqueville, je vais tout d'abord citer de brefs extraits du tome 1 de son ouvrage majeur de la démocratie en Amérique. Je vais citer un extrait, puis j'analyserai plus longuement des extraits du tome 2 qui me semblent absolument essentiels pour bien comprendre sa pensée. L'ouvrage majeur de Tocqueville, donc, de la démocratie en Amérique, possède un titre trompeur d'une certaine façon, car il l'a écrit à la suite d'un voyage en Amérique, certes, alors qu'il avait été envoyé là-bas pour étudier le système pénitentiaire américain, mais Tocqueville en a profité pour observer le fonctionnement démocratique américain de près, car il estimait que c'était un modèle démocratique tout à fait représentatif de ce qu'est la démocratie à cet instant précis. Cependant, il ne faut pas croire que le livre de Tocqueville ne vaut que pour le système démocratique américain. L'analyse de Tocqueville déborde largement sur n'importe quel système démocratique jusqu'à nos jours, et on peut facilement se douter que si Tocqueville avait renommé son ouvrage De la démocratie française, ou s'il l'avait simplement intitulé De la démocratie, il aurait sans doute provoqué des mécontentements, et peut-être même qu'il aurait été victime de censure. Toujours est-il que ce qui intéresse Tocqueville ici, c'est quels sont les risques et les avantages du système démocratique qui, peu à peu, sert de maître étalon pour tout État en guise de gouvernement. Ce système qui, en apparence, entend donner le pouvoir au peuple, est-il réellement le meilleur moyen de se préserver des lois dites liberticides ou d'éviter toute dérive totalitaire ou autoritaire? En bref, l'État démocratique pourrait-il s'avérer être l'ennemi de l'individu, alors même qu'il était censé le protéger et œuvrer à sa liberté et à son égalité en droit? C'est ce que nous allons voir à présent. Dans l'introduction du tome 1, Tocqueville nous dit la chose suivante, je cite: « Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions. Je découvris sans peine l'influence prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur la marche de la société. Il donne à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois, aux gouvernants des maximes nouvelles et des habitudes particulières aux gouvernés. » Fin de citation. En effet, deux valeurs essentielles sont au fondement de la démocratie: la liberté, mais aussi et surtout l'égalité. Bon, en France, on rajoute la fraternité pour faire joli, mais voilà. Et d'après Tocqueville, la première finira toujours par être engloutie par la seconde. L'égalité, le fait que chaque individu soit rendu aussi libre et ayant par conséquent les mêmes droits que son prochain, vous voyez en quoi ça va de pair, transforme en profondeur le fonctionnement de la vie politique. Si on compare cet État à une simple monarchie, où en France par exemple la royauté gouvernait et détenait des privilèges avant la Révolution. Mais cette égalité ne transforme pas seulement la manière dont un pays est dirigé, à l'aide d'un gouvernement représentatif dont les dirigeants sont élus de manière ponctuelle par suffrage universel par le peuple, elle transforme également ce que Tocqueville nomme l'esprit public.
la façon de penser du peuple est soumise à une certaine direction préétablie. Le gouvernement démocratique, loin d'avoir un effet émancipateur, permettant à l'individu de s'épanouir en tant qu'individu, au contraire, le conduirait à développer sa pensée par rapport à ce que pense la majorité. Ce n'est pas tant un effet émancipateur que crée la démocratie, mais un effet uniformisateur, comme le dévoile la citation suivante extraite du tome 2, partie 3, je cite, « La variété disparaît au sein de l'espèce humaine. Les mêmes manières d'agir, de penser et de sentir se retrouvent dans tous les coins du monde. Cela ne tient pas seulement de ce que tous les peuples se pratiquent davantage et se copient plus fidèlement, mais de ce qu'en chaque pays les hommes, s'écartant de plus en plus des idées et des sentiments particuliers à une caste, à une profession, à une famille, arrivent simultanément à ce qui tient de plus près à la constitution de l'homme, qui est partout la même. Ils deviennent ainsi semblables, quoiqu'ils ne soient pas imités. Ils sont comme des voyageurs répandus dans une grande forêt, dont tous les chemins aboutissent à un même point. » Fin de citation. Ce que Tocqueville montre ici, c'est qu'en mettant tous les individus sur un même plan, en faisant d'eux des êtres libres et égaux en droit, le système démocratique a rompu avec la pluralité et la singularité des habitudes et des mœurs qui pouvaient se retrouver au sein d'une caste, puisque la démocratie a pour effet de rompre avec le système de caste, en tout cas sur le papier, où une classe dominante possède des mœurs et des habitudes très différentes de celles qui doivent la servir, la question étant de savoir pourquoi les citoyens en viennent à se ressembler de plus en plus d'un pays à l'autre. En passant, on remarquera que la mondialisation donne une actualité particulière à la pensée de Tocqueville quand on voit à quel point nous sommes toujours plus influencés par l'Amérique. Est-ce que Tocqueville est en train de manière cynique de dire que si on laisse aux citoyens la possibilité d'égaler son prochain, de pouvoir choisir son dirigeant au même titre que l'autre, eh bien il en vient tout de même à devenir un clone de celui-ci. Le système démocratique révélerait-il le manque de personnalité que nous pouvons avoir en réalité ? Plus loin, Tocqueville précise sa pensée sur ce point, toujours dans la troisième partie, en amorçant une idée célèbre que l'on connaît sous le nom de tyrannie de la majorité. Je cite, « Toutes les fois que les conditions sont égales, l'opinion générale pèse d'un poids immense sur l'esprit de chaque individu. Elle l'enveloppe, le dirige et l'opprime. Cela tient à la constitution même de la société, bien plus qu'à ses lois politiques. À mesure que tous les hommes se ressemblent davantage, chacun se sent de plus en plus faible en face de tous. Ne découvrant rien qui l'élève fort au-dessus d'eux et qui l'en distingue, il se défie de lui-même et dès qu'il combatte, non seulement il doute de ses forces, mais il en vient à douter de son droit. Et il est bien près de reconnaître qu'il a tort quand le plus grand nombre l'affirme. La majorité n'a pas besoin de le contraindre, elle le convainc. » Fin de citation. Ce qui est très intéressant dans cet extrait, et qui répond à la question que l'on vient de soulever, c'est que la majorité constitue un critère auquel on ne peut pas éviter de se rapporter en démocratie. Plus encore, lorsque l'on a un doute sur tel ou tel sujet. En effet, on dit parfois que la majorité n'a pas toujours raison, mais peu importe en fait qu'elle ait raison ou tort, car elle exerce une pression et une influence sur notre opinion, qui est d'une violence dont on n'a même pas forcément conscience par ailleurs. Ce n'est pas l'État, les lois politiques ici, qui nous dit comment penser et ce qu'il faut penser, ça serait le propre d'un régime totalitaire frontal et direct. C'est beaucoup plus pervers et indirect que cela, c'est la constitution même de l'État démocratique qui accorde un même droit à tous d'exprimer son opinion, à la faire valoir et à la rendre publique, qui exerce un effet coercitif sur l'opinion singulière paradoxalement. Les réseaux sociaux par ailleurs apparaissent comme une ultra-démocratisation de la parole, mais à une échelle qui dépasse ce que Tocqueville aurait pu prévoir. Chaque individu a le souci de penser ou d'agir correctement, et se trouve influencé non plus par ce que lui ordonne de penser une classe dominante, mais par ce que pense le peuple de façon générale. Évidemment,
On peut ne pas être d'accord avec ce que pense la masse, ou la plupart des gens à un moment donné, mais puisque l'on a l'impression que notre opinion est marginale, on aura toujours un peu tendance, malgré tout, à la polir, quelque peu, voire même à douter de soi, et à se raviser de peur d'être mal vu. Si le plus grand nombre affirme que j'ai tort, n'étant pas une sorte de dieu parmi les hommes, il est un minimum raisonnable que je doute de moi-même, et que mes pensées s'en trouvent conditionnées par extension. La majorité exerce donc une pression, malgré elle, qui a pour effet de convaincre sans contraindre, d'où l'expression tyrannie de la majorité qui n'est pas violente, évidemment, tout comme le despotisme doux dont parle Tocqueville dans ce sublime extrait que j'ai choisi et qui est sans doute le plus connu de tout l'ouvrage. Dans cet extrait, tiré de la 4e partie du tome 2, chapitre 6, Tocqueville montre que l'individu, en tant que citoyen particulier, n'est pas seulement conditionné à son insu par ce que pense la majorité, mais par ce que la majorité veut et qu'il en vient à imiter de façon tout à fait naturelle, ce qu'elle veut, vaquer à ses petits intérêts particuliers, notamment en tant qu'individu. Toutefois, dans l'extrait qui suit, Tocqueville ne parle pas simplement du conformisme lié à l'influence de la masse, mais au pouvoir même de l'État, au sein même du système démocratique, pouvoir qui s'avère despotique, mais de manière douce. L'extrait est le suivant, je cite, « Je pense que l'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédé dans le monde. Nos contemporains ne sauraient en trouver l'image dans leurs souvenirs. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. J'interromps ma lecture pour faire quelques remarques ici. Tocqueville nous dit donc que maintenant que la démocratie semble être devenue la norme, la tyrannie prendra une forme nouvelle et ne ressemblera plus à ce que l'on pouvait connaître. Ce qui est angoissant, c'est que ça voudrait dire que la démocratie ne pourrait pas rester l'État vraiment qui serait le résultat d'un progrès historique et qui demeurerait stable. Donc ce ne sera plus un individu qui imposera ses lois aux autres par la force. Donc ça, on pourrait dire que c'est un progrès. Néanmoins, un des éléments fondamentaux permettant une nouvelle forme de tyrannie, c'est, paradoxalement, l'épanouissement du citoyen de manière totalement apolitique et indifférente au bien commun et à la vie citoyenne. En effet, il n'est absolument plus question de patriotisme. Tocqueville nous dit ici que l'humanité s'arrête à la famille pour le citoyen qui vit dans un système démocratique. Il réduit ce qu'il y a de plus grand l'humanité à ce qu'il y a de plus petit, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de son individualité. Et pourquoi ? Parce qu'il passe sa vie recentrée sur sa propre individualité et qu'il va de plaisir en plaisir sans chercher à penser de manière collective. Il pense avant tout à son entourage proche et à sa famille et à sa sensibilité propre qui ne va pas au-delà, justement, de ce qui constitue son quotidien et son confort parce que c'est abstrait. Son prochain n'est au contraire que le lointain pour lui. C'est très intéressant car Tocqueville montre ainsi qu'on peut être entouré de différentes personnes, être proche dans l'espace, c'est ce qu'il dit dans le texte que j'ai cité, être proche spatialement de quelqu'un, ce n'est pas pour autant que nous le voyons et que nous sommes proches de lui d'une manière ou d'une autre. De même, nous pouvons le toucher sans le sentir. C'est comme si notre sensibilité, comme réceptivité à l'autre, ne fonctionnait plus qu'à moitié. Oui, nous vivons dans une société, d'accord, et nous sommes entourés d'autres individus. Mais ces autres personnes ne sont pas les nôtres.
Ils sont éloignés de nos préoccupations individuelles, alors qu'on fait partie de d'une même patrie, donc on devrait se sentir lié par une quelconque forme de lien, mais en fait non, parce que ces gens-là, eh bien, ils sont éloignés de nos préoccupations individuelles et de notre zone de confort. Ce grand tout qu'est la société n'apparaît jamais autrement que sous un prisme réduit et individualiste. Et pourquoi notre horizon ne va pas plus loin que toutes ces habitudes, régissant notre quotidien et au sein duquel nous œuvrons à la maximisation de notre bonheur individuel? Parce que le système démocratique nous a éduqués, ou plutôt formatés, d'une certaine manière, de la même façon qu'un père trop protecteur avec son fils, ou qu'une mère poule avec son enfant. D'où l'extrait suivant qui illustre les rapports de dépendance entre individu et État, je cite, au-dessus d'eux s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leur héritage. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? Fin de citation. En un sens, l'idée que Tocqueville aborde ici fait écho à une idée que l'on pouvait déjà retrouver chez Hegel dans ses principes de la philosophie du droit, concernant sa conception de l'État, qui tirerait sa force du fait qu'il satisfasse entièrement les individus qui le composent, de telle sorte que ses citoyens soient prêts à mourir pour lui. Sauf qu'ici, justement, il n'est pas question de dévotion pour l'État ou de patriotisme, comme c'était le cas dans la pensée hegelienne. Le citoyen vit sa vie le plus tranquillement possible, et il n'a à s'occuper de rien, car l'État fait tout à sa place, et administre ses affaires privées. C'est lui qui va s'occuper de régler ses problèmes de succession ou d'héritage. Il va tout faire pour qu'il se sente en sécurité et faciliter l'accès aux diverses formes de plaisir qui l'intéressent. Mettre à disposition tous les biens de consommation qui peuvent lui faire envie et faciliter leur accès. De cette manière, l'État gâte le citoyen comme un parent pourrit son enfant, ou plutôt le surprotège, mais de cette manière, l'enfant ne deviendra jamais autonome. De cette même façon, le citoyen ne pourrait rien sans l'État. Il en devient d'autant plus dépendant qu'il en oublie sa présence et qu'il perd toute forme de libre arbitre et d'esprit critique, car l'État fait tout pour qu'il puisse s'épanouir potentiellement dans sa petite vie d'individu, ou en tout cas qu'il ne soit plus impliqué dans les affaires publiques, dans les décisions qui vont avoir un réel impact sur sa vie de tous les jours par la suite. D'où la suite du texte, je cite, « C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses, elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait. Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Je me demande si ici Tocqueville n'est pas en train de décrire cette horrible bureaucratie que nous connaissons. Mais bon, bref, passons. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve
il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. Fin de citation. Je trouve que c'est un extrait qui décape. Donc on comprend donc ici que l'État ne fait mine de servir le citoyen que pour mieux l'asservir. L'uniformisation de la pensée, liée à l'égalité et à la mise en avant d'une opinion populaire, dans la perspective égalitariste et démocratique, on l'a vu, joue un rôle manipulateur dans la manière dont tout un chacun pourrait en venir à penser et agir au quotidien, puisque justement si on reprend la métaphore de Tocqueville sur le troupeau, il suffit qu'il y ait un mouton qui s'éloigne légèrement du troupeau, les autres moutons vont influencer son mouvement de manière à le ramener sans que le berger même a rien faire, vous voyez. Mais là où c'est pervers, c'est que l'égalité a prédisposé à accepter cette absence d'autonomie, alors même qu'elle devait être la condition permettant à chacun de pouvoir s'émanciper, puisque chaque citoyen a les mêmes droits que son prochain, et donc que son avis a potentiellement autant d'importance que lui. Vous voyez, c'est ça qui est curieux, c'est que on s'est débarrassé d'un système où il fallait obéir à une autorité souveraine qui nous dit ce qu'on doit faire, mais d'un autre côté, dans cette perspective égalitaire qui est celle de la démocratie, on va finir par en arriver au même point, mais par un chemin différent. Et l'État, justement, c'est ça que nous dit Tocqueville, n'a plus à contraindre les individus, il n'a plus à vouloir le manipuler de manière, on va dire, directe en lui faisant peur. Vous voyez ? À partir de quelles règles ou principes démocratiques l'État en vient-il à énerver, c'est-à-dire ici à enlever les nerfs. C'est de ça dont veut parler Tocqueville ici. Aussi, donc dans quelle mesure il en vient à les ramollir, à leur enlever toute forme de combativité, à rendre toujours moins vifs d'esprit les citoyens et à les dominer de manière toujours non violente et indirecte, toujours grâce à cette fameuse égalité. Eh bien c'est simple. L'État tire son pouvoir, comme on l'a vu, du fait qu'il gère les affaires des citoyens et facilite son plaisir. Mais pourquoi il a autant d'emprise sur sa vie ? Eh bien, parce que le citoyen se sent libre et égal à tout autre citoyen, justement. Et parce que la preuve de cette liberté et de cette égalité, elle vient de son droit de vote, qui est à la base même du fonctionnement de la démocratie. Régulièrement, les citoyens élisent leurs représentants, et à ce moment-là précisément, ils font l'expérience d'une vie démocratique et d'une égalité juridique qu'ils chérissent tant et qu'ils sont si satisfaits de posséder. Et en passant, on sait très bien, on vient de voir comment l'opinion de toute façon était manipulée pour en arriver toujours plus ou moins au même résultat au moment de voter. Sauf qu'une fois que le résultat du vote a eu lieu, il ne fait que représenter. C'est ça, cette espèce d'opinion populaire dont on a parlé juste avant, la tyrannie de la majorité, qui n'est pas nécessairement représentative de ce que une majorité hypothétique d'individus, qui demeure en bonne partie manipulable, aurait voulu. Mais surtout, une fois le dirigeant élu, le peuple demeure impuissant face à ses décisions, et il est bien obligé de les subir. Mais non seulement il doit subir les décisions du dirigeant, puisqu'il l'a lui-même élu, il pourra clamer qu'il est légitime. J'ai été élu par les citoyens, après tout, alors maintenant vous allez m'obéir, ça suffit. Mais en plus, à chaque nouveau mandat, il devra revoter, et le même scénario se reproduira. Ce qui aura pour effet pervers sur la durée, et c'est ça que Tocqueville anticipe prodigieusement, de le désintéresser de toute vie politique sur le long terme. C'est ça que prévoit Tocqueville, c'est que ce sentiment d'impuissance et cet assistanat finalement de l'État engendre un désintérêt toujours plus croissant de la vie politique. Donc quand on s'étonne du taux d'abstention toujours plus élevé à des élections, relire Tocqueville ne serait sans doute pas une mauvaise idée, pour y voir plus clair. Ce n'est pas tant que les citoyens partent du principe que ce qu'ils voteront ne changera rien, mais c'est surtout qu'ils sont trop occupés à se satisfaire eux-mêmes avant tout. Et même, ça compense justement cette impuissance. Vous voyez, quel que soit le résultat, l'État sera encore là pour les protéger,
et pour veiller à ce que leur propriété privée ne leur soit pas enlevée et que l'héritage soit correctement transféré ou que leurs économies soient à l'abri. Après tout, si l'État nous empêche le reste du temps, en dehors des élections, de décider de quoi que ce soit, mais qu'il fait tout de même ce travail qui nous dispense de penser et de participer à notre bonheur, en tant que peuple, pourquoi nous rebeller contre lui ? Est-ce bien raisonnable de vouloir s'en prendre à un père dont les décisions nous paraissent si souvent contestables, mais qui reste un père auquel nous devons notre subsistance et les conditions minimales de notre bonheur individuel ? Si l'État démocratique est devenu l'ennemi de l'individu, c'est certainement pour Tocqueville en se rendant plus que jamais indispensable à ce dernier, en devenant un parent protecteur qui lui veut du bien. Le phénomène inquiétant de désintérêt toujours croissant vis-à-vis de la vie politique qu'anticipe Tocqueville, lié à l'impuissance du citoyen, laisse en suspens une question ouverte. Jusqu'à quand ce que nous nommons démocratie en sera encore une si l'État est amené à fonctionner de moins en moins sans son peuple, à force de l'endormir et de lui enlever toute forme de combativité ? Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.